plus l'aventure de Luffy avance, plus on se rend compte que sa volonté de devenir le roi des pirates n'est pas juste un simple rêve de liberté ultime, mais que, et même s'il n'en a pas vraiment conscience, c'est en réalité nécessaire à l'avenir du monde. Lorsque Roger s'est rendu à la marine, son objectif était clair, celui de trouver quelqu'un qui pourra un jour le surpasser. Une quête que l'ancien roi des pirates venait de laisser derrière lui qui allait permettre au monde de se débarrasser d'une entité puissante qui cherche à en prendre le contrôle depuis plus de 8 siècles. Il y a 900 ans, une guerre entre 20 royaumes et un ancien pays oublié a éclaté. À la suite de cet affrontement, cette période est tombée dans l'oubli. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement mondial actuel est né. Mais ce qui nous intéresse ici sont les deux acteurs principaux de cette histoire. Sainte Imu Nerona qui a secrètement pris le contrôle de cette organisation à la fin de la guerre et Joy Boy, incarnation de Nika le dieu du soleil, guerrier libérateur et espoir des peuples opprimés, qui aura permis de ralentir cette prise de pouvoir pendant presque 100 ans. Aujourd'hui, Joy Boy est revenu et agit désormais au travers de Monkey D. Luffy. Nous savons maintenant que c'est lui qui finira par surpasser Roger et qui mettra fin au règne du gouvernement mondial. Mais dans tout ça, il y a une chose qui m'intrigue. D'où est-ce que tout est parti? Quand on y réfléchit, ce n'est pas un simple conflit entre royaumes, ça va forcément beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on parle d'un conflit durant lequel un seul homme a su s'y opposer. On parle d'un règne de plus de 800 ans qui ne peut prendre fin que le jour où Joy Boy renaîtra à une époque bien précise, et qui n'était malheureusement pas celle de Roger. Non, quand on y réfléchit, la menace qui pèse sur le monde est tout sauf normale. Elle est immense et seule l'incarnation d'un dieu et l'utilisation d'armes légendaires peuvent y mettre réellement fin. Ce que je veux dire, c'est que si un pouvoir aussi exceptionnel que celui de Nika est nécessaire, c'est forcément que de l'autre côté, il y a un pouvoir tout aussi puissant et exceptionnel. Peut-être que la forme démoniaque de Imu qu'on a pu apercevoir lors du chapitre 1085 est, comme Luffy, bien plus importante qu'un simple Zoan. Et si le fruit du démon de Luffy est le seul suffisamment fort pour résister à la puissance du gouvernement, peut-être que ça signifie que ces deux immenses pouvoirs sont en fait liés. Alors, quel est le lien entre Imu et Joy Boy ? Et si les pouvoirs de Imu et ceux de Luffy étaient tous deux liés entre eux? En effet, quand on regarde ces deux personnages de plus près, on se rend très vite compte qu'ils sont certes tous les deux très différents, mais qu'ils ne sont pas seulement différents, ils sont carrément diamétralement opposés. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a Luffy, qui a mangé le Ito Itonomi de Nika, et qui est devenu par l'intermédiaire de son Gear 5, le dieu de la liberté. Quant à Im, il est directement à l'origine de cette croyance en ce dieu du soleil, puisqu'il dirige et a fondé cette organisation qui opprime, soumet et crée une hiérarchie entre les races et espèces au sein de ce monde. Et cette différence, elle est vraiment très explicite au sein du manga, puisque depuis que Luffy a obtenu son pouvoir, il se bat contre ces injustices. Il se bat pour que tout le monde puisse être libre et que les très grandes ambitions des uns n'entachent jamais celles des autres. C'est ainsi qu'il a pu aider Nami et le village de Kokoyashi qui étaient prisonniers des pirates d'Arlong. Il a pu aider Vivi à libérer le peuple d'Alabasta du rêve de domination de Crocodile qui privait les habitants d'eau uniquement pour créer un conflit interne au pays. Sur Skypiea, il s'est battu contre Ener qui avait pris de force le pouvoir sur l'île afin de soumettre le peuple de l'île Céleste pour ses propres intérêts. Sur Enies Lobby, il a fait comprendre à Robin que sa simple existence n'était pas un crime, idée que le gouvernement mondial a cherché à lui faire admettre pendant près de 20 ans. Il a vaincu Moria pour que tous ceux qui avaient perdu leurs ombres puissent à nouveau revoir les rayons du soleil. Et pareil sur l'île des hommes poissons, les Mugiwara ont vaincu Oddie Jones qui imposait sa haine des humains et entachait le rêve de liberté de Otohime. Et là encore, une haine due en très grande partie par l'oppression faite par le gouvernement de Im et les privilèges des dragons célestes. Comme pour Alabasta, Luffy a vaincu Doflamingo, ce qui a libéré l'eau de ses plus grands démons, et par la même occasion le peuple de Dressrosa des griffes du grand corsaire. Et même quand il était enfant, Luffy se battait avec Ace pour que Sabo puisse aspirer à la liberté dont ils avaient tous les trois toujours rêvé. Enfin, il y a eu Wano, un arc dans lequel le concept de liberté a été propulsé au premier plan du manga et devient désormais le thème principal de l'histoire. Luffy se bat pour libérer le monde. De l'autre côté, on a Im, assis sur un trône que le reste du monde pense vide et qui dirige le monde dans l'ombre des 5 doyens et du gouvernement mondial. Un gouvernement qui impose sa vision et agit dans l'unique but de satisfaire leurs intérêts. Et on pourrait penser que Im n'est pas le seul ennemi, que le gouvernement mondial, ce sont avant tout les 20 royaumes qui se sont alliés il y a 900 ans. Mais de fait, Imu Nerona est le roi du monde, et tous ses fondateurs ont tous fait le serment de rester égaux et de laisser ce trône vacant. Mais en plus de ça, même les descendants de ces royaumes, les
dragons célestes actuels ne savent même pas pourquoi ils sont si importants. Ils n'ont même jamais entendu parler de ce siècle perdu qui les concerne pourtant directement. En d'autres termes, on peut quasiment affirmer que Ym et les 5 doyens sont les seuls à connaître la vérité sur cette organisation et sur les secrets qu'elle renferme. Oui, les dragons célestes sont des monstres qui profitent de leur statut pour assouvir leurs moindres désirs, et dans cette histoire, ils sont loin d'être les victimes. Mais leur ignorance face à ce récit perdu fait de Ym et des 5 doyens les seuls et uniques coupables qui, en connaissance de cause, leur ont directement attribué ce pouvoir. Cette histoire a commencé avec cette alliance, mais aujourd'hui, à cause du temps et d'un travail de mémoire qui n'a jamais pu être fait, le monde est dirigé par une seule et même personne, tenant absolument à cacher sa montée au pouvoir en interdisant la lecture des poneglyphes, en ayant fait disparaître toute trace du passé et en se faisant passer pour les dieux qui ont créé le monde actuel. Il se donne le droit de vie ou de mort sur ceux qu'il considère comme inférieurs et de les soumettre comme s'ils étaient de simples jouets. En voyant ça, on se rend très vite compte que Luffy et les idées du gouvernement mondial sont diamétralement opposés, et c'est ce qui fait de Ym et de son organisation les principaux antagonistes du monde de One Piece. Un ennemi mondial contre qui l'armée révolutionnaire s'est dressée et que Luffy, en se rapprochant du One Piece, va petit à petit chercher à faire disparaître. Maintenant, la guerre d'Onigashima nous a aussi montré à quel point le gouvernement mondial craignait le retour de Joy Boy, et que depuis que cette organisation a été créée, elle cherche à le retrouver pour le faire disparaître à tout jamais. En comprenant que Luffy était sur le point d'éveiller son pouvoir, la mission de capturer Robin confiée au CP0 par le Gorosei a immédiatement changé. Leur but était désormais de tuer le plus rapidement possible son capitaine. À travers cette peur, on comprend que Nika est le seul qui soit véritablement capable de les vaincre. C'est sûrement pour cette raison que le gouvernement a toujours essayé de mettre la main sur ce fruit du démon. Pour cette raison que Wuzu a été envoyé en prison lorsque Shanks leur a volé le Ito no Mi, parce qu'ils savent que le dieu du soleil est celui qui ramènera l'aube sur ce monde, comme l'annoncent les différentes prophéties. En sachant ça, on peut en déduire qu'ils savent à qui ils ont affaire, qu'ils connaissent ses pouvoirs et le craignent parce qu'ils ont une véritable idée de ce qui les attend à la fin. Si Joy Boy a perdu lors de la première guerre, si le gouvernement mondial a réussi à monter au pouvoir il y a 800 ans, c'est très certainement parce qu'ils ont réussi à passer outre ses pouvoirs, à utiliser une de ses faiblesses comme la confiance qu'il peut placer en ses alliés par exemple. Peut-être que c'est là le crime de Zunesha, peut-être que le premier Joy Boy a été trahi à cause d'une manipulation du gouvernement qui a fini par causer sa perte. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement n'aurait peut-être pas dû sortir vainqueur de cette période de 100 ans. Si Joy Boy a résisté pendant tout ce temps, c'est peut-être parce que le gouvernement ne pouvait pas gagner, qu'ils ont fini par monter au pouvoir presque par chance. Et ce serait pour cette raison que le gouvernement craint tant le retour du premier pirate de l'histoire. Pour cette raison qu'ils ont toujours cherché à mettre la main sur ce pouvoir, pour être sûr qu'ils ne réapparaissent jamais et que plus personne ne puisse à nouveau s'opposer à eux. Maintenant, le cœur de ma théorie, c'est surtout sur l'origine des pouvoirs de Nika. On imagine bien que, comme pour Luffy, Joy Boy n'était qu'une sorte d'élu choisi par le fruit. Au chapitre 1044, le Gorosei nous a affirmé que les Zoan avaient une volonté propre, et que, depuis toujours, ce pouvoir a cherché à les éviter à tout prix, empêchant ainsi les doyens de mettre la main dessus. Et si ce fruit, ce pouvoir, avait été directement créé par Imu lui-même, ce qui expliquerait pourquoi Joy Boy est le seul à pouvoir s'opposer directement à lui. Il y a pas longtemps, j'ai fait une théorie sur les pouvoirs des 5 doyens, et notamment sur les pouvoirs de Ym. Dans cette vidéo, j'essayais d'expliquer pourquoi les 5 doyens semblent immortels, et pourquoi dans les derniers chapitres, même Luffy n'arrive pas à les arrêter. Pour ça, je me suis basé sur l'immortalité de Ym et du Gorosei. On l'a vu dans quelques flashbacks, mais les doyens n'ont pas l'air de vieillir du tout. Dans tous les flashbacks où ils apparaissent, ils ont la même apparence, ce qui inclurait donc qu'ils sont bel et bien immortels, et qu'ils sont en fait là depuis la création même du gouvernement mondial. Pour Ym, c'est Ivankov qui nous avait révélé que, il y a 800 ans, à la sortie du siècle oublié, son nom paraissait déjà parmi les 20 fondateurs de l'organisation mondiale. Ça voudrait donc dire qu'ils ont réussi à donner la vie éternelle à non pas une, mais bien 6 personnes différentes, ce qui peut-être n'est pas impossible, mais qui semble quand même assez difficile à croire. De la même façon, je trouve que leurs pouvoirs sont étrangement liés pour être issus de 6 fruits du démon distincts, que ce soit la télépathie, les cercles d'invocation qu'ils ont utilisés pour se téléporter, leur résistance commune et similaire, et bien sûr leur apparence monstrueuse. Je trouve également étrange la hiérarchie qu'il y a entre le Gorosei et le roi du monde. En le voyant, les doyens se mettent à genoux, alors que eux-mêmes se considèrent comme les dieux fondateurs de ce monde, au même titre que les dragons célestes. Ils n'hésitent pas à utiliser des esclaves ou à dénigrer n'importe qui et jouer avec la vie des autres. On le voit d'ailleurs très bien en ce moment depuis qu'ils sont arrivés sur Egghead. Dès qu'ils parlent à quelqu'un, ils le traitent d'insecte ou d'être inférieur et n'accordent pas la moindre importance à la vie des soldats de la marine. Alors, pourquoi face à Ym, ils deviennent littéralement ce qu'ils méprisent par-dessus tout, des esclaves?
C'est pour toutes ces raisons que j'en ai conclu que les pouvoirs des 5 doyens ne venaient pas de 5 fruits du démon, mais bien d'un seul et unique pouvoir détenu par Im lui-même. Un pouvoir qui lui aurait permis il y a 800 ans de créer de toutes pièces le visage du gouvernement mondial, et ainsi pouvoir assouvir sa domination sur le monde à l'abri de tous les regards. Dans One Piece, on sait que les entités démoniaques existent, du moins on imagine qu'elles existent, que ce soit au travers des sabres qui sont réputés maudits et qui, comme le disait Kozaburo Shimotsuki, ont leur propre personnalité. De son côté, Zoro utilise régulièrement des attaques liées à des démons qui, pour certains, semblent même réels. Sur Enies Lobby, lorsque l'épéiste utilise son attaque Ashura, Kaku l'aperçoit. Il voit Zoro changer de forme pendant un court instant avant même qu'il lance véritablement son attaque. C'est comme si, au beau milieu de leur combat, un démon s'était réveillé et avait pris possession de Zoro. Maintenant, il y a un autre moment où le second de Luffy s'est servi d'un démon pour se battre, puisque c'est lorsqu'ils sont dans le train des mers pour aller délivrer Robin qu'ils font face au vice-amiral T-Bone, et que Zoro utilise une seule attaque pour le vaincre, Santoryu Gyuki Yuzume. Une attaque pendant laquelle on peut voir un démon apparaître derrière lui, et qui ressemble étrangement au pouvoir de Saturne, qui a une forme et des cornes assez similaires, mais qui surtout porte le même nom que la transformation du doyen. Ma théorie est donc la suivante. Le pouvoir de Im pourrait lui permettre d'avoir accès à un monde parallèle rempli d'entités démoniaques, de pouvoir les contrôler et leur donner une enveloppe physique et corporelle à l'image des 5 doyens. Maintenant, si Im possède bien le pouvoir de créer et façonner des démons, des êtres puissants qui lui obéissent, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire une erreur en voulant aller trop loin? En créant les 5 doyens, Im aurait souhaité un 6e esclave et aurait alors donné vie à une entité puissante qui aurait réussi à surpasser sa domination, scellant ainsi lui-même son propre destin. Le mythe de Nika, le dieu du soleil, aurait alors pris réellement vie et aurait transmis son pouvoir au sein d'un fruit du démon à la volonté propre. Ça expliquerait pourquoi ce pouvoir est si spécial et pourquoi le gouvernement n'est jamais parvenu à mettre la main dessus. Ainsi, Joy Boy, l'homme s'étant opposé au gouvernement il y a 800 ans, et Luffy, l'homme qui fera définitivement tomber cette organisation à la fin du manga, auraient tous les deux été choisis au travers de ce fruit du démon. Ils auraient tous les deux été choisis par Nika lui-même. Au final, même si c'est un scénario déjà connu sur le papier, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec One Piece, puisque depuis le début de l'histoire, Oda punit très souvent ses personnages avides de pouvoir et de domination. On pense par exemple à Crocodile sur Alabasta et son rêve de posséder Pluton, Ener sur Skypiea et sa condition de dieu, ou Oddie Jones et la vengeance qu'il veut prendre sur les humains. Le pouvoir qui causera la perte du gouvernement pourrait donc avoir été créé par ce même gouvernement, à la suite d'une avidité un peu trop extrême de pouvoir. Une erreur qu'ils ont réussi à effacer il y a 800 ans, mais qui a fini par revenir, et qui cette fois-ci, c'est certain, ne se laissera pas faire.